Je dois vous avouer quelque chose, il y a un sujet qui m'intrigue depuis très longtemps, ce sont les druides. Non, parce qu'on a tous cette espèce d'image de Panoramix qui va cueillir son gui à la con dans des arbres. Ah bah c'est ça des carottes. Tout ça pour faire de la soupe magique, mais clairement le druid game, bien il ne se limite pas à cette image épinale de la druidance qu'on a connue dans Astérix. L'expression image épinale fait évidemment référence à une représentation plutôt simplifiée, idéalisée ou stéréotypée d'un sujet, souvent empreinte de clichés et de naïveté, tout comme dans Astérix. Moi aussi c'est la 500 sesterces. Évidemment, cette image, elle reflète pas du tout la réalité des choses, hein, on est tous d'accord pour dire ça. Ça paraît évident, mais c'est important de le notifier. Astérix n'est pas renseigné en histoire. Mais quoique, il y a des petites rêves qui sont vrais. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler, des druides. Il y a 2800 ans jusqu'à il y a à peu près 2000 ans, donc la période où Jésus est né, c'était la période qu'on appelait Hallstatt, mais aussi après la période de la Tène, donc en gros l'âge de fer. À cette période, faut bien comprendre qu'on vivait dans des huttes en bois et en torchis. Quand tu vis dans une maison qui est composée de torchis, rien que le nom, tu sais que c'est pas bon. Les gens étaient regroupés dans des petits villages et on cultivait des céréales, on élevait du bétail, des chevaux, somme tout à l'ancienne. Vous avez un petit peu cette image du truc. Un peu pour contextualiser, pour qu'on s'imagine, voilà, comment ils vivaient les druides. Et donc les Celtes et les Gaulois, ils avaient une culture spirituelle qui était unique à cette période. Elle était principalement représentée par les druides. Faut savoir que les historiens, ils ont très peu d'informations sur les druides, leur mode de vie, les comportements. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi on a aussi peu d'infos alors que ça s'est étendu sur quasiment 1000 ans, les druides. Eh bien, déjà parce que les druides ont eu la bonne idée de transmettre leur savoir seulement oralement. Forcément, à un moment donné, dans la chaîne de l'histoire, il y en a un qui a transmis à un gars qui avait l'oreille un peu crade. Le message n'est pas passé. Imaginez, vous avez un druide qui transmet à son petit druide padawan de l'information. Il lui dit « Tu mettras 1 kilo de gui dans la soupe pour faire l'élixir. » Le jeune druide padawan à l'oreille bouchée, il entend « Tu mangeras 3 poireaux le midi dans une coupe pour faire zizir. » Ça finit par transmettre la mauvaise info, vous comprenez. Également les Romains qui les ont atomisés, que ce soit eux ou leur temple. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés, ils ont détruit les temples, bon voilà. Mais également parce que les informations qu'on a des druides, elles proviennent de personnes qui ne les aimaient pas. Donc les informations ont pu être manipulées. C'est pour ça qu'il faut se méfier des fois des infos qui sont données. Il y a une expression qui dit « l'histoire elle est racontée par les vainqueurs ». Forcément, parfois ça dépeint des tableaux qui sont exagérés ou complètement faux. Le druidisme, c'est littéralement fait culture cancelled, hein. On peut pas faire mieux. Tout ça est en grande partie à cause des Romains et des conquêtes romaines, mais aussi du christianisme. Pater noster, qui est sinchalis, sanctificatum, même tumum, et tout le tintouin, on connaît. Bien évidemment, tout comme Rome, la disparition de la culture druidique, elle ne s'est pas faite en un jour, mais elle s'est étalée sur plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'elle s'est fait absorber par les conquêtes romaines, les guerres romaines, mais surtout le christianisme, en fait, qui est venu remplacer tout ça. Druide, figure emblématique de la Gaule antique, il reste évidemment entouré de mystères. En 20 avant Jésus-Christ, Jules César il affirmait que le druidisme il venait de l'île de Bretagne, bien que certains prétendent qu'il y avait des druides partout en Europe, de l'Irlande à l'ouest jusqu'à l'Anatolie qui est l'actuelle Turquie. Alors on pense aujourd'hui que c'est peu probable qu'il y avait des druides en Turquie, on pense plutôt qu'ils étaient seulement en Bretagne, en Irlande et dans l'ouest de la Gaule. Personnellement moi de la Turquie je connaissais 3 choses, les kebabs, Erdogan et le drapeau. Levez la main si vous étiez dans la même situation que moi, hein. Maintenant, on sait qu'il y avait peut-être des druides. J'ai envie de vous dire, bienvenue dans la grande famille de Astérix et Obélix, mes chers amis turcs. Calmez-vous, ça reste à confirmer. Faut savoir que leur nom, il intrigue toujours. Selon Pline l'Ancien, qui était un jeune écrivain italien, qui est mort au passage dans une coulée pyroplastique de lave en fusion du Vésuve en l'an 79, mort relativement atroce, on va pas se mentir, le mot druide, il viendrait du mot grec dru, qui veut dire chêne, qui est en lien avec leur rapport sacré et à la nature. Sauf que les linguistes modernes, ils vont privilégier l'idée qu'il signifie très savant. Tout ça en référence à leur rôle de gardien du savoir. Jules César et Diodore de Sicile, qui est un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils vont décrire les druides comme des érudits, des chefs religieux comparables aux prêtres hindous. Ils organisent des sacrifices, enseignent la philosophie et l'astrologie, ils transmettent une tradition orale qui est basée sur la mémorisation de nombreux vers, un petit peu comme les mantras chez les hindous. Et donc leur principal enseignement, il est proche de la doctrine hindoue et de la réincarnation. Ils affirment que les âmes sont immortelles et renaissent dans un nouveau corps après un certain temps. On a donc des similitudes entre le druid game et l'Hindu game. Ces deux courants croient au recyclage de l'âme, si je puis me permettre l'expression. Recyclage de l'âme, ça fait un petit peu Veolia, non? Ou incinérateur à poubelle, bon c'est pas fou. En Inde on les appelle pas les druides, mais on les appelle les brahmanes. Ils sont une caste hindoue, historiquement associée à l'enseignement, la prêtrise et la préservation des rituels religieux. Ils ont joué un rôle clé dans la société indienne ancienne, en particulier en tant que gardiens des Védas. Les Védas, ce sont les textes sacrés de l'hindouisme, également en offrant des sacrifices religieux pour maintenir l'ordre cosmique
et spirituel. Dans une phrase, quand t'as le mot cosmique, tu sais que ça va être du lourd. Alors attention, après, c'est la comparaison que font César et cet historien du 1er siècle avant JC entre les druides et les brahmes en Inde. Ça reste deux cultures extrêmement différentes. Mais leur rôle de prêtre et de sage présente des similitudes avec celui des druides celtes. Les deux groupes étaient responsables de maintenir les traditions spirituelles et religieuses de leur société, souvent en transmettant des savoirs sacrés, et les deux de manière orale, c'est-à-dire il n'y avait pas d'écrit. Les brahmes, tout comme les druides, ils étaient respectés pour leur connaissance des rituels, de la cosmologie et de la nature. Et leur autorité, elle était souvent au-dessus des rois et des chefs de guerre. Alors je crois que les brahmes, eux, existent encore, hein, par contre. Ces deux groupes, donc les druides et les brahmes, ils étaient au sommet de leur hiérarchie religieuse. Ils jouaient un rôle central dans leur société et étaient chargés de l'interprétation des signes divins, également de la gestion des rituels sacrés. Alors on sait évidemment qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais il y a quand même quelque chose d'étrange parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur fonctionnement, mais également dans leur fonction à proprement dit, de médiateur entre le monde des humains et des divins. Voilà, c'est un petit peu les vecteurs entre le monde du visible et de l'invisible avec le peuple. Les druides, qui étaient intermédiaires entre les hommes et les dieux, maîtrisaient les secrets de la cosmologie. Leur vision du monde était divisée en 3 niveaux. Vous aviez le monde souterrain, la terre et le ciel. Tout ça était symbolisé par l'arbre sacré qui unifiait ces dimensions. Sylvain Durif n'a rien inventé, les amis, hein. Tout a été écrit. À noter que l'arbre sacré, il va occuper une place centrale dans le druidisme. Il symbolise à la fois la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel, ainsi que l'interconnexion de tous les aspects de la nature. Les druides y considéraient les arbres comme des êtres vivants dotés de pouvoirs spirituels et mystiques. Ils croyaient que certains arbres possédaient des propriétés sacrées et étaient des portails vers des royaumes divins. C'est-à-dire que vous pouviez rentrer dans un arbre et vous arriviez dans un endroit incroyable. L'un des arbres les plus vénérés dans le druidisme était le chêne, qui était un symbole de force, de sagesse et d'immortalité. Le chêne était souvent associé à l'idée de l'axe du monde, un point central qui reliait le ciel, la terre et l'inframonde. À noter que l'inframonde, c'est un monde souterrain auquel les druides croyaient. Ce monde, il est souvent lié à la mort et aux esprits dans les croyances celtes. Il est vu comme un lieu où les âmes et les défunts résident ou passent seulement par là. Il est accessible à travers des lieux sacrés comme des grottes ou des arbres. Les druides croyaient que cet endroit caché permettait de communiquer avec les forces spirituelles et d'acquérir des savoirs mystiques. C'est aussi un espace où les lois naturelles sont inversées ou transformées. Un petit peu comme dans Stranger Things, voilà, on peut s'imaginer le truc. C'est-à-dire que vous passez un portail et vous arrivez dans un monde où tout est bizarre. Faire un parallèle avec la physique quantique, finalement, si on se mettait tout petit à la taille d'un atome, le monde serait complètement différent. Peut-être que les druides étaient physiciens fondamentaux, je ne sais pas. Pas du tout. Les druides pratiquaient souvent leurs rituels sacrés sous les chênes, considérés comme des arbres capables de concentrer des énergies spirituelles extrêmement puissantes. Le chêne était également un arbre utilisé pour la fabrication de bâtons rituels, mais également de charmes ou d'objets liés à la divination. Le gui, cette fameuse plante utilisée par Panoramix dans Astérix, c'est une plante parasite qui pousse sur certains arbres, notamment le chêne, et il avait évidemment une place très importante chez les druides. Le gui, il était considéré comme un symbole de vie et de fertilité. Il était récolté lors de cérémonies très spéciales, souvent à la nuit tombée. Et on le coupait avec des faucilles en or, une faux, enfin vous voyez la petite serpette là comme ça en or, comme Panoramix. Astérix serait finalement une bande dessinée historique. Le gui était donc utilisé dans des rituels de guérison, de fertilité, de protection, mais aussi parfois dans des sacrifices. Et oui, les druides sacrifiaient parfois des gens. Alors en plus du chêne et du gui, vous avez d'autres arbres qui étaient également vénérés par les druides, notamment le saule, mais aussi le frêne et le bouleau. Chacun avait ses propres symboliques qui étaient liés aux saisons, aux éléments et aux cycles naturels. Vous avez par exemple le frêne qui était lié à l'idée de la sagesse divine et à la structure du monde, tandis que le bouleau, il symbolisait la purification et le renouveau. Je veux devenir un druide. Bon, en résumé, l'arbre sacré dans le druidisme, il représente bien plus qu'un simple élément de la nature. Il est un point de connexion entre le monde matériel et le spirituel, une source de sagesse et de pouvoir, et un outil dans les rituels qui permet aux druides d'interagir avec les forces mystiques et divines. On peut dire en fait que la nature, les forêts, les arbres, tout ça, pour les druides, pour ceux qui pratiquaient le druidisme, eh bien c'était finalement leur église. À noter que les druides étaient aussi de remarquables guérisseurs. Ils étaient experts en plantes médicinales, mais également en chirurgie. Comme l'attestent certaines découvertes archéologiques, ils soignaient avec une grande maîtrise. Alors je tiens à préciser, quand on parle de chirurgie qui date de 2500 ans, les amis, on est plus sur un kebabier qui prépare sa broche. Hein. Bon, par exemple, quand il fallait amputer quelqu'un, eh bien c'était le druide qui venait découper le membre. Je vous laisse imaginer la boucherie-charcuterie que c'était. On a également retrouvé des preuves archéologiques de trépanation faites par des druides. C'est-à-dire qu'on venait vous faire un petit trou dans la boîte crânienne pour diverses affections. Et comme ça, le cerveau était à l'air libre, comme ça, il y avait un petit trou, et il y en a qui font ça encore aujourd'hui. Hein. J'ai vu un reportage là-dessus.
C'est horrible. Donc on venait vous percer le crâne quand, par exemple, vous aviez un petit rhume de cerveau, ou pour d'autres rites un peu plus spirituels. C'est-à-dire que t'arrivais chez Panoramix avec ta sinusite dégueulasse, tu repartais littéralement avec un Judas dans le crâne. Hein. Il supervisait également les sacrifices, rituels essentiels de la religion celtique. Les sacrifices d'animaux, notamment les taureaux, symbolisaient la force et la fertilité. Les sacrifices humains, bien que décrits de manière souvent exagérée par les Romains, témoignent de rites impressionnants et parfois mal compris. Les druides en particulier, dans les sociétés celtes anciennes, suivaient souvent des règles extrêmement strictes concernant leur mode de vie. Ça incluait des restrictions sur le mariage et la famille. À noter que les détails y varient selon les cultures et les époques, mais il est globalement admis que les druides, surtout dans les périodes les plus anciennes, eh bien ils ne se mariaient pas et n'avaient pas d'enfants. Cette règle, elle venait de la nécessité de maintenir une certaine forme de détachement. Comme ça, ils pouvaient se concentrer totalement sur leur rôle de chef spirituel, mais aussi dans la transmission du savoir et tout un toit. En fait, les mecs, ils voulaient juste parler avec des arbres, et puis un dimanche sur deux, pourquoi pas sacrifier un humain. En termes de structure chez les druides et d'organisation hiérarchique, ça a rien à voir avec l'église chrétienne qu'on connaît. Le monde celte, il était dépourvu d'état centralisé. À noter qu'il avait quand même une organisation supranationale embryonnaire. Est-ce que vous avez entendu ce terme incroyable? Tu sors ce truc dans n'importe quelle discussion, tu passes pour un taré. Si l'expression supranationale embryonnaire existe, alors pourquoi pas intergalactique hyprautérien? Ou encore méga européen transglutaminase? Tout est possible! Non, connerie à part, en gros, ça veut dire que l'organisation des druides, elle dépassait la nation ou les tribus. Donc elle était similaire, même au-delà de la Gaule. La Gaule, l'endroit, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient le même fonctionnement un peu partout dans l'Europe de l'époque, mais embryonnaire, car un stade peut évoluer pour des groupes de personnes aussi nombreux. Grosso merdo, c'était rudimentaire, mais tout le monde faisait pareil. Par exemple, les druides des différentes cités gauloises se réunissaient chaque année, et un druide en chef, élu par ses pairs, détenait une autorité morale suprême, comme l'a mentionné Jules César. Parce qu'il faut savoir que notre ami Jules César a écrit un bouquin, enfin plutôt 7. Et ce livre, il s'appelle Bellum Gallicum ou De Bello Gallico, ou Gallico. En fait, c'est un bouquin d'histoire qui va relater la conquête de la Gaule, les guerres en Gaule. Et le titre, il peut d'ailleurs se traduire par la guerre des Gaules. Évidemment, ça a été une mine d'informations pour connaître la vie des druides. Notamment, il en parle pas mal dans le chapitre 13 à 16 dans le livre 6. Si ça intéresse du monde, je ne pense pas. J'ai envie de dire, source Jules César qui dit mieux. La classe druidique, elle comprenait plusieurs fonctions très spécialisées, mieux connues en Irlande qu'en Gaule. En Gaule, un druide suprême, il était élu à l'issue d'une compétition qui n'était pas toujours équitable. De manière similaire, en Irlande, il y a un docteur ou un olam, veut dire suprême ou éminent, était proclamé après un débat verbal. Vous avez bien entendu, les druides faisaient des freestyle battles pour élire un chef. Savoir qui était le patron des druides, il y avait des battle contenders, à la Etmail, les gars. Eminem n'a rien inventé. Première fois que j'en battle un qui s'épile les sourcils. On va distinguer 3 types de druides un petit peu. Vous avez l'invocateur, le divin et le barde. Alors déjà, l'invocateur, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ce titre, qui a été trouvé sur quelques inscriptions latines en Gaule, vraiment, il serait lié à la voix ou guts en irlandais. L'invocateur, il est proche du rôle de prêtre dans un culte particulier. Il servait des dieux locaux comme Anvaloth ou Mars, protecteur des cités. Il faut savoir que l'invocateur, il avait un rôle très précis et c'était un petit peu différent des druides classiques. L'invocateur, il avait comme compétence la connaissance en théologie, la médecine et l'astronomie et le droit. C'est comme une carte Pokémon, hein, mais avec des druides. Il occupait la plus haute position dans la hiérarchie spirituelle et sociale. Lui, il avait gagné tous les battle contenders. Hein. Vous avez également le devin. Les druides devins étaient associés à la prophétie et à la poésie, c'est-à-dire qu'ils lisaient l'avenir. En Irlande, le devin, il avait un statut social très élevé également. À l'époque des druides, vous aviez déjà des personnalités connues, telles cette Madame Véleda, la resta du temple. Alors, à noter que Bic a repris son nom pour nommer les fameux stylos. Hein. Attention, parce que pour Dame Véleda, c'est en fait une prédicatrice germanique, pas vraiment une druidesse, mais on est un petit peu dans la même veine que les devins. C'est pour ça, des fois, c'est un petit peu entremêlé, tout n'est pas clair à 100%. Et surtout, on manque d'infos. En tout cas, elle a vécu à cette même période, elle avait un petit peu les mêmes capacités. Le devin, il se spécialise dans la divination et la prédication de l'avenir. Il interprète les présages, les signes naturels, et pratique des rites pour obtenir des réponses des dieux. Compétences, je vous dis, c'est cartes Pokémon. Hein. L'art de la prophétie, lecture des augures, comme dans l'expression un oiseau de mauvais augure. Les devins étaient souvent consultés avant des décisions importantes, comme des batailles ou des voyages. Et en troisième, vous aviez les druides bardes. Les bardes étaient chanteurs, poètes, composaient des louanges pour les chefs et des chants de guerre pour galvaniser les troupes. Bien que son rôle fût modeste dans la classe druidique, il a perduré à travers des siècles, notamment chez les Bretons du 19e siècle, où les bardes itinérants continuaient à composer et à chanter lors d'événements. Certains conservaient même un rôle de conseiller dans les affaires familiales. C'était un petit peu le troubadour qui avait le second rôle, l'espèce de druide radio que tu faisais venir quand tu voulais être diverti, quoi. Le barde, viens me chanter une petite chanson là.
ramène ton cul, enfin tu vois le truc. Les druides se réunissaient chaque année dans des lieux sacrés. Jules César, il va mentionner la région de Carnut, qui est au centre de la France. Les novices passaient environ 20 ans à apprendre oralement les enseignements de leur maître. C'est-à-dire que les druides avaient bac plus 20. Tu finissais ta formation de druide, t'avais un niveau professeur d'université, incroyable. Aberkan pourrait vous confirmer, il avait 3 fois le niveau d'un druide. Il y a une information dont on n'est pas sûr, c'est est-ce qu'il y a eu des femmes druides? Eh bien, il est possible que des femmes aient été druides, mais les rares sources mentionnant des druidesses sont tardives et peu fiables, notamment en Gaule et en Irlande. Alors, il existe bien des traces de guerrières celtes. Évidemment, l'absence de preuves, elle signifie pas forcément l'absence de femmes druides. Les druides, ils aimaient aussi beaucoup fabriquer des potions. Donc, c'est pas une légende, hein, ils faisaient vraiment des potions qui étaient utilisées pour renforcer leur sort et leur rituel. L'utilisation d'objets pour jeter des malédictions était répandue dans de nombreuses cultures antiques. Mais l'image des druides comme sorciers, elle va provenir surtout des écrivains chrétiens médiévaux qui vont déformer un peu la réalité, qui ont évidemment diabolisé ces pratiques païennes. Il est plus probable que les druides étaient en fait surtout des experts en médecine naturelle, utilisant des plantes pour soigner des maladies courantes. Comme je vous l'avais évoqué, les sacrifices, ils faisaient partie de leur rituel. C'était vraiment un truc standard. Notamment, après une bataille, il y avait des guerriers qui étaient capturés, qui pouvaient être offerts aux dieux. Souvenez-vous, la petite faux en or, là, hein, ça peut faire mal, ça peut piquer. Les sacrifices humains ou animaux servaient à apaiser des divinités ou à prédire l'avenir. Notez que les druides observaient attentivement la mort de la personne, regardaient les mouvements que la personne faisait quand elle était en train de canner, les écoulements de sang ou la manière de tomber. Là, ils interprétaient des choses. C'était des gros psychopathes, oui. Un exemple de ces pratiques, c'est l'homme de Lindo, que certains attribuent au druidisme. Il était découvert dans une tourbière près de Cheshire, en Angleterre. Ce jeune homme celte, qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle, avait des ongles soignés, il était en bonne santé, et son estomac, il contenait du gui et des galettes d'avoine brûlées. À noter que la tourbière a conservé le contenu de son estomac. Alors, il est mort selon un rituel très typique. Il a été frappé 3 fois sur la tête, étranglé, puis égorgé. Son corps, il a ensuite été placé dans l'eau avant d'être enterré, montrant l'importance du soin apporté à son sacrifice. On va pas juste balancer comme une daube dans la tourbière. On lui a mis 3 bongs comme ça sur la tête et après voilà, on s'est bien occupé de lui. Il y a même des spécialistes qui pensent que cet homme était lui-même un druide. Donc en fait, on aurait une momie de druide potentiellement. Il existe des cas de mise à mort de druides despotiques, c'est-à-dire qui exerçaient un contrôle total, notamment qui a été relaté dans la mythologie irlandaise. Tu pouvais être druide, mais si tu commençais à devenir un petit peu trop, voilà, t'en voulais un peu trop comme ça, tu pouvais te prendre 3 coups de massue dans le crâne et finir dans la tourbière. L'homme de Toulon, l'homme de Graubal et l'homme de Clonyvacan sont 3 autres exemples célèbres de corps qui ont été retrouvés dans des tourbières en Europe du Nord, qui semblent avoir été sacrifiés dans un contexte rituel druidique. L'homme de Toulon, qui a été découvert au Danemark en 1950, il a été retrouvé avec une corde autour du cou, suggérant un étranglement rituel. L'homme de Graubal, qui a été découvert 2 ans plus tard dans une tourbière danoise, il présente des blessures similaires et a aussi été tué par strangulation. Et l'homme de Clonyvacan, retrouvé en Irlande, lui, il montre des signes d'une mort plutôt violente et pourrait également avoir été sacrifié dans un cadre religieux. En France, on a découvert plusieurs fosses sacrificielles de druides, même si aujourd'hui, le lien avec les druides, il est pas encore très clair. Par exemple, à Gournay-sur-Aronde dans l'Oise, ou à Riberon-sur-Ancre en Picardie, mais aussi à Blainville-sur-Orne dans le Calvados, vous avez des fosses qui ont été découvertes avec des restes humains et animaux. Comme on l'a vu, ils donnaient l'information oralement, donc il y a rien qui est écrit, c'est très compliqué d'avoir des infos. Faut savoir que les druides, ils jouaient un rôle très important dans les rites funéraires, et les découvertes archéologiques montrent que les Celtes croyaient en une vie après la mort, mais surtout en une réincarnation. Les druides ont peut-être contribué à propager l'idée que l'âme quittait le corps pour renaître ailleurs, une croyance qui aurait pu renforcer le courage des guerriers au combat. Les tombes de chefs de guerriers étaient souvent riches, contenant des objets du quotidien, des armes et des bijoux précieux. Parfois, on faisait ce qu'on appelle l'excarnation. C'est une pratique funéraire où le corps il est exposé à l'extérieur après la mort pour se décomposer naturellement. L'idée, c'était que l'âme pouvait quitter le corps plus facilement. Après un certain temps, les os étaient enterrés ou gardés pour d'autres rituels. Donc c'était une manière comme ça de préparer les corps pour le passage vers l'au-delà. Faut savoir que les druides, ils étaient liés à l'aristocratie. Ils représentaient l'aspect savant et sacré du pouvoir royal. Dans cette structure, la royauté, elle occupait une position unique, transcendante, et elle exerçait son pouvoir au nom de la souveraineté. Le roi, bien que souvent issu de castes guerrières, il s'appuyait sur des druides pour légitimer leur autorité et assurer le lien entre les dieux et les hommes. Il y avait une vraie complicité entre les deux, hein. C'était pas genre les druides d'un côté et les rois de l'autre. Notez que les druides, ils jouaient un rôle dans l'enseignement extrêmement important. Leur enseignement transmis oralement dans des lieux sacrés comme des bois ou des grottes permettait de préserver leur savoir. Pas dans le temps, parce que au bout de 5000 ans, on sait plus rien. Et donc cette formation qui durait environ 20 ans et attirait même des enfants de la noblesse, qui témoignent que la formation, elle était très prestigieuse. C'était un petit peu le polytechnique de l'époque, hein. Et donc cette élite, elle était exemptée d'impôts et elle consacrait sa vie à la connaissance et à la préservation de la culture celtique. Genre, tu deviens druide, tu ne payes pas de TVA ou de CFE.
pas de taxe d'habitation pour ta hutte en bouse de vache. J'adore ça. Ça, c'est mon goal life. Faut pas croire que l'héritage des druides qu'on a aujourd'hui, il s'arrête au spirituel, voilà, cueillir des gousses d'ail dans la forêt et se les mettre dans le... En tant que fin mathématicien, ils créaient des calendriers lunaires extrêmement précis et ils arrivaient à prédire des phénomènes naturels comme des éclipses. Vous aviez aussi des motifs artistiques celtes, marqués par une géométrie très complexe, qui témoignent de leur ingéniosité. Avec l'expansion romaine, les druides, ils vont devenir une menace pour l'autorité impériale. Leur pouvoir spirituel et social, ils défiaient Rome, qui va évidemment chercher à les supprimer. Et sous Auguste, leur culte, il fut progressivement interdit. Et avec l'ascension évidemment du christianisme, leurs rites ils vont se faire absorber et supplanter. Ils vont disparaître comme ça en plusieurs siècles. Évidemment, aujourd'hui, les druides, ils continuent de fasciner, d'où cette vidéo, hein. Leur rôle de gardien du savoir et d'intermédiaire spirituel, il suscite à la fois admiration et curiosité. Dans la culture moderne, c'est finalement dans Astérix et Obélix que l'on parle de druides. Panoramix capable de concocter des potions magiques, dont la célèbre potion qui donne une force surhumaine à Astérix et Obélix. En alliant science, spiritualité et organisation sociale, les druides ont marqué l'histoire celtique, laissant une empreinte mystérieuse et durable. Le druidisme, il a connu un renouveau au début du XVIIe siècle, bien que les liens entre les anciens druides et leur version moderne, il demeure controversé. Ce siècle, il marquera aussi le début des études sur les druides et les celtes, donnant lieu à des idées souvent fantastiques, comme celle selon laquelle les monuments mégalithiques en Europe étaient des temples druidiques, bien qu'ils aient été construits bien avant l'apparition des druides dans les archives historiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les druides existent toujours? Eh bien, oui et non, parce que tout le monde peut être druide si on veut. Aujourd'hui, les druides tels qu'ils existaient dans les sociétés celtiques antiques, ils n'existent évidemment plus vraiment. Cependant, la manière d'aborder le druidisme, il a évolué au fil des siècles. On appelle aujourd'hui les druides modernes, n'ont plus le même pouvoir ou statut que leurs ancêtres, évidemment, mais ils se définissent souvent comme des personnes proches de la nature, cherchant à vivre en harmonie avec leur environnement. Voilà, c'est surtout ça. Ce qui est extrêmement louable, évidemment. Et évidemment, vous avez toujours des opportunistes qui ont essayé de reprendre ce courant, en prétendant que se mettre une plume dans le cul et courir à poil dans la forêt en gueulant des mots gaulois, c'était du druidisme. Tout ça, évidemment, en contrepartie de la modique somme de 50% de votre salaire. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec celle-ci. Merci à tous encore une fois d'être arrivés jusque-là, j'espère que vous aurez apprécié cette petite histoire de druide. À très bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. J'ai tapé le micro, et il se relève. C'est signe de couper. Couper.